J'ai annulé mon mariage de 100 000 € 48 heures avant la cérémonie, ma future belle famille a pété un câble. Ils ne savaient pas que j'avais mon propre plan. Je m'appelle Lila. J'ai 31 ans. J'ai grandi dans une petite ville où on savait à peine faire la différence entre ambition et audace. Jusqu'à l'été dernier, je croyais que ma vie allait suivre la trajectoire qu'on m'avait tellement doucement vendue. Études, boulot stable, la maison à repeindre avec un partenaire gentil. Et un mariage photographié comme il faut. J'avais économisé, compromis, souri. J'avais dit oui à presque tout, jusqu'au jour où j'en ai eu marre d'être la gentille qui paie et qui se tait. Ce récit commence 48 heures avant la date à laquelle je devais prononcer mes vœux. Je tiens à vous prévenir, il y a des mensonges dedans. Une trahison à froid, et un retournement que même moi, en l'écrivant maintenant, je savoure encore. Pour la beauté de l'ironie. Si vous aimez les histoires où la proie finit par retourner la meute, installez-vous. 2 semaines avant la cérémonie. Tout semblait parfait. Le domaine était réservé depuis 1 an. La robe suspendue dans son fourreau comme un secret heureux. Les fleurs commandées, le traiteur confirmé. Le photographe emballé. Le total annoncé ? Environ 100 000 €. Une folie contrôlée. Ma mère pleurait de joie à chaque rendez-vous. Les parents de Marc, mon fiancé, souriaient, polis et brillants, avec ce sourire quinquagénaire qui cache des comptes bien rangés et des habitudes anciennes. Leur famille avait des attentes, des codes, une certaine idée du prestige. Je pensais que ça n'était qu'un décor. Je m'étais trompée. Marc et moi, on se connaissait depuis 4 ans. Charme discret, regard affûté, rire facile. Il aimait les livres de management et les belles voitures. Il était tendre en apparence. Présent en public, absent à la fois quand il fallait parler de l'avenir. J'aimais sa manière de me regarder comme si j'étais une scène favorite. Je croyais en lui, jusqu'au moment précis où tout bascula dans le courant glacial de la découverte. La première fissure est arrivée parce qu'un téléphone vibrait sur la table basse, un soir. Il n'y avait jamais de code sur le téléphone de Marc, il disait que c'était pratique. Cette nuit-là, un message à s'afficher, t'inquiète, on active tout demain. Elle signera comme une poupée. Pas besoin d'un cirque. Ah, un message ordinaire dans un groupe nommé Plan Villa et Suite. J'ai froncé les sourcils. Quand on aime quelqu'un, on ne fuit pas. Mais quand on apprend qu'on est peut-être la proie d'un plan, l'instinct devient plus fort que la morale. Le lendemain, je l'ai confronté en voix tremblante. Il a ri, m'a pris dans ses bras, a murmuré des mots qui auraient dû me calmer. C'est Alex, rien de grave, il prépare une surprise. Mais le doute s'est installé comme un poison sournois. J'ai commencé à collecter les petites choses, factures glissées sur la table. Conversation coupée au moment où j'entrais. Mots évités. La curiosité, quand elle s'active pour se protéger, devient méthodique. Ce n'est qu'1 semaine plus tard que j'ai trouvé, complètement par accident, en fouillant le tiroir du bureau pour récupérer la graffeuse, la clé d'un dossier. Un disque dur externe discret, collé sous une pile de magazines. Je n'étais pas fière de ce vol d'intimité. Mais quand j'ai branché le disque, il y avait un dossier nommé « Contrat Lila ». Mes doigts ont tremblé. À l'intérieur, des scans, des brouillons, des échanges avec un notaire. Et surtout, un fichier intitulé « Convention-post-mariage-signature.pdf ». Je l'ai ouvert sur mon téléphone. Parce que regarder un document sincère sur l'écran d'un ordinateur donne une vérité trop nette. Sur un écran minuscule, tout paraît plus intime. Le document était rédigé en langage juridique propre, avec des formules qu'on ne prononce jamais à table. Il disait que, en cas de signature du contrat, tous mes biens personnels, héritages et droits éventuels seraient transférés sur un compte géré conjointement. Mais avec une clause catastrophique, en cas de divorce imputable à la partie A, une série d'opérations automatiques transférait 60% des biens à la famille du conjoint, une clause rédigée de façon à être appliquée sans recours immédiat. Et puis, comme agaçant, ma signature scannée figurait en bas du document. Comme si j'y avais déjà consenti. Je suis restée assise sur le sol du bureau jusqu'à ce que mes genoux crient. Quelqu'un m'avait préparé un piège. Une sorte d'entonnoir légal qui se refermerait sur moi au moment où ma naïveté aurait atteint son point d'orgue, la promesse publique d'un mariage. Ils étaient prêts à tirer la chasse d'eau sur mon héritage avant même que mes fleurs ne fanent. Ce que je sentais, plus que la colère, c'était la froideur d'une décision à prendre. Il y avait 3 options réalistes, hurler, fuir, riposter intelligemment. J'ai choisi la 3e, parce que la première aurait donné raison au salaud. Et la seconde m'aurait rendu fragile. Riposter intelligemment demandait du temps. Du doigté,
Et une stratégie sans éclat, exactement ce que je n'avais jamais eu l'occasion d'exercer. J'ai commencé par sauvegarder tout le dossier. J'ai fait des copies sur des clés différentes. Des emails envoyés à une adresse que j'avais créée avec soin. Des imprimés déposés chez ma meilleure amie et chez mon avocate. Une femme que j'avais rencontrée lors d'un séminaire sur le droit de la famille plusieurs années plus tôt et avec qui j'avais gardé des échanges amicaux. Je n'ai rien dit à personne de ma famille. Ceux que je craignais le plus étaient déjà impliqués, ses parents, son frère, ou un notaire trop prompt à signer sans poser de questions. Je ne les sous-estimais pas. Le plan, au départ, était simple en apparence, laisser le piège se refermer. Mais avec un contre-piège. Je voulais deux choses, empêcher qu'ils ne me dépouillent, et obtenir une humiliation publique suffisamment propre pour que la vérité éclate sans qu'on puisse me traiter de manipulatrice. J'ai passé des nuits à lire des textes de loi, à chercher des précédents, à planifier des cascades. Et puis la connivence a fait le reste. Un oncle éloigné, avocat d'affaires, m'a donné le conseil le plus précieux quand je lui ai parlé sous couvert d'un problème administratif, ne les confronte pas directement. Ils sont plus dangereux quand ils se sentent acculés. Fais en sorte que leur erreur soit administrative, irréfutable. J'ai décidé d'annuler le mariage. Pas sur un caprice, mais sur la base d'une stratégie. Le timing devait être cruel, juste assez tard pour qu'ils ne puissent pas réorganiser. Juste assez tôt pour que les pertes financières leur fassent mal, mais pas au point de me mettre dans une position où j'aurais l'air de demander pitié. 48 heures avant, j'ai réservé un billet d'avion pour Lisbonne, une ville que j'aime parce qu'on y respire mieux, et j'ai pris une chambre sous un nom d'emprunt. Le billet, payé avec une carte que j'avais remplie pour l'occasion, me donnait un alibi, j'allais prendre l'air, disait mon message programmé. Pendant ce temps, tout a été prêt pour que la révélation soit irréfutable. Le soir de l'annulation, j'ai fait quelque chose que je rêvais de faire depuis des mois, mais que je n'avais jamais osé, j'ai envoyé un email groupé. Le sujet était sec, annulation du mariage, explication en pièces jointes. J'ai attaché, avec soin, les documents scannés, l'échange avec le notaire, et une transcription de certains messages qui prouvaient l'intention. Je n'ai pas mis de mots émotionnels. J'ai utilisé la froideur du juridique. Mon message se terminait par une seule phrase: je refuse d'être signataire d'un contrat qui me dépossède par avance. Le mariage est annulé. Et puis je suis partie. J'ai quitté la maison au milieu de la nuit. Une valise légère, les talons cognant contre le trottoir comme des notes finales. Le téléphone s'est embrasé pendant des heures. Les messages, les appels, les hurlements. Tout est arrivé dans une cacophonie que je n'ai pas entendue parce que j'étais déjà loin. J'ai pris cet avion, j'ai regardé la terre se reculer. Et je me suis dit que je respirais pour la première fois depuis des mois. La réaction a été d'abord une explosion. Les parents de Marc ont appelé ma mère, mon meilleur ami, mon travail. Ils se sont sentis trahis et floués. Ils ont crié au scandale, m'ont traité d'ingrate, de manipulatrice, de folle. Les invitations ont été annulées, les fleurs retournées, des factures factices me sont parvenues. Sur les réseaux, la famille a commencé à répandre sa version. Elle a abandonné son fiancé pour un coup médiatique. La presse locale? Non, pas encore. Mais les rumeurs ont circulé. Et la violence morale a fait son œuvre. J'ai fermé mon téléphone pendant 2 jours. J'ai regardé la mer et j'ai laissé les vagues illustrer mes doutes et mes peines. Pendant ce temps, les pièces que j'avais données au notaire, au dossier de mon avocate, et à mon oncle ont commencé à faire leur travail. L'un des éléments clés sur lesquels je comptais était l'enregistrement, au moment où j'ai prétexté vouloir vérifier un document chez le notaire. J'avais déclenché l'enregistreur de mon téléphone. J'avais une preuve irréfutable, le notaire, dans un moment d'inattention ou de complicité, avait reconnu la possibilité d'appliquer des clauses dont on savait qu'elles étaient rédigées pour duper. J'avais aussi des emails où le frère de Marc, Alex, détaillait la mécanique d'un transfert à effectuer, à chaud. Le tout rédigé de façon si crue que la malveillance en devenait presque artistique. 3 jours après mon départ, une démarche improbable s'est produite. Le notaire a été saisi par le Conseil de l'Ordre pour suspicion de complicité. La banque en charge du compte pressenti pour le transfert a gelé les opérations suite à une alerte interne. Et surtout, la famille de Marc s'est retrouvée face à une réalité gênante. Leur manœuvre, si fine soit-elle, reposait sur l'illusion qu'une signature scannait vos consentements. Or, dans notre juridiction, la loi impose une vérification de l'identité et une transparence qui ne peut être remplacée par une image. Mon enregistrement et mes échanges ont suffi à déclencher une enquête. Quand la nouvelle est arrivée, le lendemain matin, via un mail personnel de ma meilleure amie, d'où je l'ai lu avec des doigts encore froids, la famille a basculé entre colère et panique.
Ils ont essayé de me joindre. D'abord par des menaces, puis par des offres ridicules de réparation. Mark a appelé après un silence que je croyais définitif. Sa voix, au téléphone, n'était plus celle du garçon comique et charmeur. Elle était comme cassée, minée par la honte et la peur. Lila, on peut arranger ça, s'il te plaît. Parle-moi. J'ai écouté sans répondre. C'est elle, la puissance du silence, elle oblige l'autre à se confronter à sa conscience. La justice a suivi sa trajectoire, lente et exacte. Une plainte pour falsification de signature et tentative d'escroquerie a été déposée. Les enquêteurs ont entendu des témoins, examiné des transferts, analysé les documents. Dans ce théâtre d'ombre, la famille de Mark a choisi la stratégie qui m'a toujours fait horreur, minimiser, nier, puis s'enfoncer. Ils ont essayé de discréditer l'enregistrement, d'accuser de mise en scène. Mais la technique a un poids, j'avais été prudente, méticuleuse. J'avais mis en place des garde-fous, envoyé des preuves à des tiers, fait en sorte que la vérité ne repose pas seulement sur ma parole mais sur des archives. Et puis, comme rarement, la réalité s'est retournée d'une façon que je n'aurais osé souhaiter. Une des pièces du puzzle, qui m'avait échappé au départ, a été la chute des masques. Alex, le frère, celui qui avait signé des messages si cruels, a craqué. Sous la pression des enquêteurs et de ses propres remords, ou peut-être pour sauver sa peau, il a tout confessé. Il a avoué les démarches, la manière dont ils avaient prévu d'isoler mes comptes, comment il comptait convaincre un notaire faible de jouer le rôle du facilitateur. Sa déposition a été brutale pour la famille de Mark, complicité, préméditation, volonté de tirer profit de la vulnérabilité d'une future épouse. La conséquence la plus délicieuse de tout cela, ce n'était pas la plainte en soi. C'était la manière dont la communauté a commencé à se retourner. Les sponsors du domaine ont retiré leur présence. Les partenaires commerciaux de la famille ont mis fin à des contrats. Non pas par pitié pour moi, mais parce qu'ils ne voulaient pas être associés à une réputation ternie. Le coût émotionnel a fait place à un coût concret, des comptes congelés, des contrats rompus, une réputation éclaboussée. Et moi, de mon côté, j'ai récupéré quelque chose d'inespéré, la tranquillité de ne plus dépendre d'un amour toxique. Et une certitude nouvelle quant à mes limites. Après 2 mois, ils ont proposé un arrangement. Pas par repentir, mais par pure stratégie, régler, calmer les eaux pour préserver ce qu'il restait d'honorabilité. Mark a proposé de payer une somme modeste, d'annuler toute procédure publique, de laisser tomber en échange d'un silence absolu. Il croyait encore pouvoir acheter la paix. J'ai pris leur offre point pas pour l'argent, je n'ai jamais cherché à gagner sur la douleur, mais parce que l'accord m'a donné 2 choses, une clause de non contacté. Une somme suffisante pour reprendre ma vie en main. Refaire mon appartement, déménager, et recommencer ailleurs sans tracas. Il y a un détail que je n'ai pas encore raconté. Une petite ironie finale. Pendant toute la procédure, quand j'ai compris que je pourrais gagner, j'ai pris un peu de recul pour réfléchir à ce que je ferais si le vent tournait complètement en ma faveur. Et si je pouvais prendre non seulement ma vie, mais aussi imposer une leçon douce amère? J'ai demandé à mon oncle d'ouvrir une petite société, rien d'extravagant. Un fonds d'investissement local, et avec le règlement obtenu lors de l'arrangement, j'ai acquis discrètement des parts dans l'entreprise familiale de Mark. Je n'ai jamais voulu leur ruine. Non, seulement qu'ils comprennent ce que signifie perdre le contrôle. Acheter ses propres morceaux de la table où l'on a tenté de t'appartenir, quelle ironie délicieuse. Aujourd'hui, je possède une minuscule part d'un empire qu'ils pensaient immuable. Chaque assemblée générale à laquelle j'assiste me rappelle que j'ai pris ma part sans drame. Et que la méthode la plus cinglante de la revanche est parfois la plus silencieuse, on récupère le pouvoir en souriant. Je ne suis pas devenu milliardaire avec cette manœuvre. Loin de là. Mais je suis entré dans leurs coulisses. J'ai planté un drapeau discret. Et chaque décision importante où ma voix compte, aussi faible soit-elle, me donne une joie calme. Et la plus belle victoire? Ce n'est pas l'argent, ni la petite part. C'est le calme. Le fait d'arriver le matin sans la peur au ventre. De dormir sans vérifier le compte bancaire à minuit. De lire un livre sans penser à qui tire les ficelles. La vengeance n'était qu'un ingrédient, la vraie récompense a été de me sauver de la petite mort d'un mariage fondé sur le mensonge. Parfois, des gens me demandent si j'ai des regrets. Oui, j'en ai. Je regrette les promesses que je me suis faites et que je n'ai pas tenues envers moi-même, de ne jamais devenir l'ombre de quelqu'un. D'être fier sans me sacrifier. Mais je ne regrette pas d'avoir annulé. J'aurais regretté 1000 fois plus d'avoir signé la clause. De m'être réveillé un matin dépouillé, racontant à mes enfants l'histoire d'un bonheur acheté par les autres.
La dernière fois que j'ai croisé Marc, c'était au tribunal pour une formalité. Il m'a regardé, et j'ai vu sur son visage la même expression qu'il avait quand nous marchions dans les ruelles de Florence, un mélange d'étonnement et de petites fautes de calcul. Il n'a pas compris tout de suite que j'avais gagné en silence. Il s'attendait à une lutte bruyante. Mais j'ai préféré la discrétion. J'ai préféré vivre. Alors oui, j'ai annulé un mariage de 100 000 € 48 heures avant la cérémonie. Ils ont hurlé, insulté, pleuré. Ils ont essayé de me faire passer pour la méchante. Mais dans le calme après la tempête, j'ai repris ma dignité et ma liberté. Ils n'ont pas su que j'avais un plan. Mais il y a pire que de perdre de l'argent, perdre la confiance en soi. Et ça, je ne leur ai jamais laissé prendre. Si vous deviez retenir une chose de mon histoire, parfois, le plus grand courage consiste à renoncer à ce que tout le monde veut, pour préserver ce que vous seul voulez vraiment. Et si, quelque part, vous vous retrouvez pris dans un piège trop bien huilé, souvenez-vous que la discrétion et la détermination peuvent faire plus de dégâts aux tyrans qu'un cri au jamais. Je ne suis pas fière d'avoir utilisé la ruse, c'était un choix mouillé de pragmatisme. Mais je suis heureuse d'être restée fidèle à une vérité essentielle, nul ne doit pouvoir signer un avenir à votre place.